Très heureux de vous retrouver, School TV Le Mag, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et des initiatives, qu'elles soient locales ou nationales, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le nouveau sommaire de cette émission. Il brille à la fac après un bac pro. On s'intéresse aujourd'hui à celles et ceux qui déjouent véritablement tous les pronostics. Faire de brillantes études à la fac, c'est possible après être passé par une filière technologique. Les exemples ne manquent pas et ils sont ô combien intéressants. Vous le verrez dans un instant. Moins de théorie, plus de concret. La filière pro, technologique, est à l'origine de bien beaux parcours, mais elle est toujours victime de bon nombre de préjugés, voies de garage, lycéens qui ne veulent pas du tout travailler. C'est ce qu'on entend encore et toujours et j'en passe. Comment changer la vision de ces cursus? Élément de réponse, là aussi, dans un instant. Et puis, avec Alix, on prendra la direction de la Bretagne. Alix qui nous présentera un jeune homme qui est en 3e année de médecine, après être passé par un bac pro. Et oui, lui aussi. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Aline Mousset. Bonjour Aline, depuis Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bonjour enseignante, référente en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à destination des bacs professionnels ECP au lycée La Venise Verte à Niort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, en quoi consistent rapidement ces classes préparatoires, rapidement? Alors très rapidement, la classe préparatoire ECP est une classe réservée aux étudiants qui sont issus de la voie professionnelle. Et donc c'est une classe qui se prépare en 3 ans et qui permet, au bout de ces 3 années, de passer les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce ou de poursuivre après leurs études en 3e année de licence, en IAE ou à la faculté. On en parle dans un instant avec vous, on va creuser un petit peu tout ça. Aline, on est également en Skype avec Mehdi Bouassoun. Bonjour Mehdi, merci d'être avec nous. Vous avez accepté cette invitation, vous nous parlez depuis Singapour, c'est quand même sympa. Vous êtes Global Learning and Development Manager, il a fallu que je sorte l'accent. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, ça veut dire que j'aide les employés à arriver à leur prochain niveau, en fait, que ce soit des employés qui deviennent managers ou des employés qui ont un nouveau travail ou des employés qui veulent complètement changer en fait de département. Donc on crée les étapes et on est en quelque sorte des profs à l'intérieur d'une entreprise. Mehdi, comment on passe d'un bac pro production imprimée à un master en relations internationales au Royaume-Uni? C'est une question assez difficile. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, je pense, sur ce parcours. Donc, on passe pas en fait directement d'un bac pro à un master au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes qui nous apprennent petit à petit qu'on peut avoir confiance en soi. Je pense que c'est un peu ça le problème. C'est qu'on se voit pas en sortant de bac pro avoir un master au Royaume-Uni, mais petit à petit, on se voit réussir le bac pro. Après, on se voit avoir quelques bonnes notes à la fac, par exemple, et on voit que ça devient possible. Et chaque étape est après moins loin que la dernière. Et au final, on peut arriver jusqu'au master de Royaume-Uni. Mais entre les deux, il y a un millier d'étapes, en fait. C'est pour ça que si on pense juste au bac pro et juste au master, ça a l'air impressionnant, mais il y a beaucoup d'étapes entre les deux. On ne se voit pas, vous l'avez, je reprends vos mots, Mehdi, on ne se voit pas effectivement peut-être réussir un tel parcours et surtout, j'ai lu votre histoire, les autres professeurs ne voient pas votre réussite et on a quand même le sentiment que, eh bien, au sein de ces filières technologiques ou pro, on vous ferme aussi les portes. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est pas de leur faute. Parce que les statistiques sont là, il n'y a pas à dire, à chaque fois que je parle à des amis à moi qui ont fait un bac pro, qui ont fait autre chose, ils reviennent toujours aux statistiques et que c'est vrai qu'elles sont là. Les écoles, les lycées, au final, ils doivent être pragmatiques, ils doivent supporter leurs étudiants d'une manière qui va leur donner quelque chose à la fin et pas en quelque sorte des faux espoirs. Donc je les comprends. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a certaines débouchés qui sont impossibles. Je pense que cette idée que ce soit impossible, elle ne devrait pas être là. Ça devrait toujours être possible, mais ça devrait être difficile, ça devrait être expliqué que c'est très difficile. Mais en quelque sorte, c'est comme quand quelqu'un veut être entrepreneur, être naïf, c'est quelque chose qui est très bon pour quelqu'un qui sort de bac pro parce qu'on pense que ça ne va pas être si dur que ça et on essaye.
Et si en fait, au final, on nous avait dit le parcours qu'il faut avoir pour passer d'un bac pro à un master, peut-être qu'on abandonnerait. Donc la situation, au final, elle est comme elle est. C'est un peu ma vision. Oui, Mehdi, mis à part votre propre détermination, est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage, un référent qui vous ait poussé ou inspiré, peut-être un modèle à vous lancer et continuer dans les études? Alors c'est une très bonne question. Comme j'ai dit au début, on ne se voit pas au début. Donc en quelque sorte, ça doit venir de l'extérieur. Même si la motivation elle est là, comme vous avez dit, ça doit venir de l'extérieur en fait cette vision de j'ai fait un bac pro et je peux faire un master par exemple. Donc moi cette vision elle est venue beaucoup de mes amis au sport qui eux faisaient des études. Il y en a qui étaient déjà en licence. Il n'y avait aucun doute qu'ils allaient faire un master. Donc pouvoir voir ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient. Quelles étaient leurs journées, ça a beaucoup aidé dans la vision de OK, ça pourrait être moi aussi. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et après, certains profs à l'université de Strasbourg qui vraiment ne demandaient jamais d'où je venais ou me traitaient exactement comme un étudiant qui avait un background qui était assez standard. En fait, ça a aussi aidé et ils étaient assez pragmatiques en me disant que en quelque sorte, j'ai 500 heures en moins d'anglais que ceux qui viennent d'arriver d'un parcours classique. Ça veut juste dire que je dois mettre 500 heures de plus avant de pouvoir passer ma première année. Donc, des façons pragmatiques comme ça de voir les choses, plus des amis à moi qui avaient déjà entamé ce parcours, en fait, ça m'a aidé à me visionner moi-même, en fait. Mehdi, est-ce qu'aujourd'hui, vous, avec un peu de recul, vous remerciez APB, l'ancêtre de Parcoursup? APB, c'était... Ouais, je crois que c'était APB, il me semble, c'est ça, non? APB qui, du coup, vous avez donné que le choix d'aller à la fac. C'est vrai qu'il y avait eu cette réforme. Je pense que quand la fac a été ouverte au bac pro, il n'y a aucun doute que pour moi, c'est quelque chose que j'y pense beaucoup. Parce que si cette opportunité n'avait pas été là, ben oui, j'aurais dû faire quelque chose d'autre, j'aurais dû avoir des équivalences ou quelque chose d'autre qui peut-être aurait été plus difficile, peut-être que je n'aurais pas fait ça. Donc je pense que c'était une bonne réforme, il n'y a aucun doute. Aline, qu'est-ce que vous pensez justement du parcours? Et vous devez en voir au quotidien effectivement des élèves prometteurs à qui on a peut-être dit « Attends, c'est pas fait pour toi, là, vu tes notes, vu ta motivation, on sent que l'école c'est pas trop fait pour toi. » Choisis le bac pro, choisis le bac techno et après les études supérieures. Peut-être penser à autre chose parce que t'es pas assez structuré ou en tout cas c'est pas calibré pour toi. Quel mot vous choisissez? Quel mot vous choisissez pour les remotiver? En fait, c'est vrai que le parcours qu'on vient de voir ici, c'est vraiment le profil typique des étudiants que l'on reçoit parmi nous. C'est vrai qu'en classe préparatoire, on a des étudiants qui parfois sont un petit peu cabossés par le système scolaire. Et ça, c'est vrai que nous, dans nos classes, on remet tout à plat et on repart de zéro. Voilà. Donc, généralement, on ne regarde même pas trop, enfin, je veux dire, on ne va pas trop loin dans l'étude des dossiers. Alors, évidemment, on est très attaché à la motivation pour venir chez nous. Mais après, on fait un petit peu table rase du passé et on repart sur des bases où on reprend vraiment tout depuis le début, en français, en mathématiques, en anglais, en espagnol, dans toutes les matières que l'on propose, en économie, en droit. Et finalement, ce nouveau départ, ça leur permet généralement de se révéler. Et c'est vrai que des parcours comme on vient de le voir ici, en fait, nous, on en voit tous les jours dans nos sections et ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'on est motivé à défendre cette section. Et quel est l'impact, quel est le poids des préjugés, encore une fois, sur ces filières, Aline, qu'elle soit sa filière technologique ou professionnelle? L'impact de ces filières, il est important dans la représentation collective que l'on a, toutes et tous. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on vient d'un bac technologique ou d'un bac professionnel, on se dit généralement qu'on n'est pas fait pour faire de hautes études. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est symptomatique d'un ascenseur social qui est potentiellement en panne. Voilà. Donc nous, justement, on lutte contre ce déterminisme-là. Et on a toujours des très belles réussites. Et l'éducation nationale est aussi capable de proposer justement
des solutions comme la nôtre pour combattre ces préjugés. Alix. Oui, Aline, vous savez si certains bacs pro donnent plus facilement accès aux études supérieures que d'autres ? Alors, pas nécessairement. Je dirais que parfois, on a certains bacs professionnels assez techniques qui laissent supposer une orientation vers des BTS aussi très spécifiques. Mais sinon nous, en ce qui nous concerne, par exemple, pour la poursuite d'études en école de commerce ou en faculté d'éco-gestion, on est très, très ouvert sur les bacs professionnels qui peuvent poursuivre. Par exemple, nous, on a des anciens bacs pro menuiserie ou sécurité qui sont venus chez nous et qui ont passé des concours d'entrée aux écoles de commerce. Et puis après, on a des bacs pro, disons, plus orientés tertiaires, comme le commerce, la vente ou l'administration. Mais il n'y a pas forcément de profil type. Mehdi, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu gardes, toi, de ces années bac pro ? Et est-ce qu'elles t'ont apporté finalement quelque chose, bac pro imprimé ? Bac pro imprimé, je pense que en fait tout ce que j'ai appris dans ma vie m'a apporté quelque chose en quelque sorte. Des fois c'était pas dramatique, ça n'a pas changé ma vie, mais c'est du savoir qu'on peut utiliser, hein, comment sont faits les livres, ce genre de choses, ça reste intéressant. Est-ce que ça justifie faire tout un bac pro? Peut-être pas, mais ça reste intéressant. Donc je regrette pas d'avoir fait ce bac pro. Et juste pour revenir sur le point qu'Aline a fait, en fait, en quelque sorte, je pense que on se concentre beaucoup sur le bac pro, sur la matière elle-même, mais des fois on oublie qu'on reste des êtres humains, on a le même cerveau que quelqu'un d'autre, même si on n'a pas travaillé pendant la même période, mais on a quand même un cerveau humain, quelque chose qui est assez impressionnant. Donc on peut toujours repartir dessus et créer quelque chose. On sait très bien que le cerveau, il est assez modulable. Et si quelqu'un a fait un bac pro et il devient champion du monde dans une catégorie ou en sport ou quelque chose d'autre, il n'y a aucun problème. On se dit pas, il a fait un bac pro. Mais s'il devient ingénieur, on se dit waouh. Et en quelque sorte, ça représente assez nos propres discriminations en fait sur le bac pro. Hein. L'être humain reste le même et il peut toujours faire quelque chose après ce bac pro, même si évidemment c'est un peu plus dur, il doit rattraper, mais c'est comme commencer le tennis à 17 ans et devenir un champion en fait. Vous, tout a basculé, si j'ai bien compris, quand vous êtes arrivé à la fac, parce que vous aviez ce leitmotiv, cette envie irrépressible d'apprendre une langue étrangère, c'est ça ? Comment ça s'est passé la première année à Strasbourg ? La première année à Strasbourg, c'était très dur. C'était très très dur d'un point de vue c'était pas seulement dur d'apprendre en fait. Évidemment, c'était dur d'apprendre. J'avais pas les méthodes, je savais pas quoi faire, je savais pas comment apprendre. Mais ce qui était plus dur, c'est en quelque sorte le regard des gens ou certains commentaires comme quoi les gens pensaient que j'étais juste là pour la bourse d'études, hein, parce qu'on a une bourse quand on va à la fac, ou que j'étais juste là parce que j'avais rien d'autre à faire en fait. Et ça, c'était assez dur parce que je pouvais pas leur prouver en faisant mes devoirs ou en réussissant un examen que j'étais là vraiment pour apprendre, parce que j'avais pas encore le niveau pour faire ça. Donc la première année, elle était assez dure de ce point de vue. Et du coup, on développe quelle qualité ? Quelle qualité on développe pendant cette période, pendant cette première année de fac ? Pendant cette première année de fac, c'est de la résilience, c'est pouvoir juste travailler soi-même. En fait, comme on a un niveau qui est tellement bas comparé aux autres, on est obligé un peu d'évoluer tout seul. En quelque sorte, on étudie beaucoup tout seul, en fait, pas vraiment avec des collègues de notre département. La plupart du temps, j'étudiais avec des amis qui étaient dans d'autres facultés. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas vraiment interagir avec les étudiants. Ils parlaient déjà en anglais, je ne pouvais pas parler encore, etc. Donc ça fait qu'on est quand même un peu seul pendant cette année jusqu'à qu'on rattrape et qu'on puisse vraiment faire partie du groupe, en fait. Alix. Oui, Mehdi, vous êtes donc à Singapour en ce moment. Vous êtes amené à rencontrer, j'imagine, des personnes d'horizons différentes. Est-ce que vous pensez que c'est une spécificité française, ce côté il faut faire exactement le bon master pour avoir ou plutôt d'avoir fait telle filière, tel lycée pour accéder à tel master et avoir tel métier. Est-ce que vous pensez que c'est très français ?
Oui, c'est très français. Il n'y a aucun doute de mon côté, hein. Quel master t'as fait ou à quelle école t'es allé, c'est une question qu'on pose encore en France après plusieurs années d'expérience, mais qui n'existera pas dans d'autres pays. J'ai commencé ma carrière en Angleterre. C'est jamais vraiment une question qui se pose en fait. C'est jamais vraiment quelque chose à prendre en compte. Cette personne a fait ça. C'est plutôt les preuves en fait. Ok, cette personne a fait ses études. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? À quelle vitesse elle évolue? Est-ce qu'elle continue à apprendre? Ou est-ce qu'elle a juste fait des études il y a 5 ans et elle veut plus apprendre en fait? Donc il y a beaucoup de choses qui mènent au succès d'une personne professionnellement et qui sont pas en rapport avec le diplôme qu'elle a fait il y a des années en fait. Donc dans le reste du monde, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu l'importance que la France donne au diplôme sur une carrière. C'est clair que certains diplômes assez extravagants, hein, ils marchent aussi en Angleterre. Oxford, ça aidera toujours. Mais ça, si on vient d'une autre fac, ça va pas forcément nous bloquer, ou c'est pas forcément des questions qu'on va recevoir par rapport à ce que j'ai trouvé en France en fait. Aline Mousset, est-ce que c'est en train de changer effectivement la vision qu'on a, nous en France, effectivement, de ces filières technologiques ou professionnelles, ou est-ce que ça change trop doucement? C'est une question un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'effectivement les choses changent tout de même. En tout cas, dans le monde professionnel, on apprécie de plus en plus des profils diversifiés et notamment des profils qui viennent à la base de bac pro ou de bac techno. Parce que généralement, ça révèle aussi d'autres compétences. Déjà, il y a une vision professionnelle que certains élèves ont, que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est vraiment valorisé, j'ai l'impression, sur le marché du travail. Et puis, quand on a aussi un élève qui vient de bac professionnel ou de bac techno et qui réussit comme ça à finalement faire de brillantes études et à réussir une belle carrière professionnelle, ben, ça démontre un savoir-être qui est particulièrement intéressant pour le monde du travail, parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables de se dépasser, d'aller au bout des choses et qui sont aussi ouverts, voilà, qui sont aussi ouverts à d'autres choses. Et ça, je pense que c'est primordial voilà, aujourd'hui. Concrètement, c'est bien de rappeler qu'un mauvais lycéen, entre guillemets, peut être un très bon étudiant. Oui, évidemment, un mauvais lycéen peut être un très bon étudiant. À partir du moment où il a trouvé sa voie, il peut totalement se révéler. Voilà. Alors, on peut aussi avoir des bons lycéens de bac professionnel qui veulent aller plus loin et qui, du coup, poursuivent un petit peu la qualité de leur cursus dans le supérieur. Mais on peut aussi parfois avoir des lycéens qui se sont perdus et qui, finalement, parce qu'ils se sont intégrés dans la voie qui leur convient, se révèlent et font des belles choses, parce que ce que disait Mehdi était très juste, c'est-à-dire le cerveau humain est malléable, évolue, et quand on a le goût des choses et un bon accompagnement des équipes enseignantes aussi, ça peut changer la donne. La loupe dans un instant avec Alix, mais une question pour vous, Mehdi. Qu'est-ce qui, dans votre fort intérieur, vous a fait vous dire non, je ne vais pas écouter ce professeur, ce directeur, je vais faire ce que je veux et ne surtout pas les écouter? Ça vient d'où? C'est une bonne question. Peut-être que c'est génétique. Dans ma famille, on aime bien un peu essayer de découvrir notre potentiel, j'ai l'impression. Mais si vous voulez, à ce moment-là, quand ce professeur, enfin c'était le directeur du lycée, nous a dit qu'on ne pouvait pas le faire, ça m'a poussé en fait à lui prouver que en fait c'était possible. Donc en fait, je pense que ce qui m'a frustré, c'était le jugement. C'était le jugement en fait sur moi à ce moment-là de ma vie à 18 ans en fait, où à 18 ans c'est le début, on peut faire encore plein de choses, et que ça y est, il y avait déjà une croix sur ce que je pouvais faire dans ma vie, et je pensais que c'était pas juste en fait. Donc c'est ça en fait qui m'a motivé. Le jugement sur vous et peut-être sur tous ces jeunes en zone d'éducation prioritaire. Mais on va en reparler. Allez, tout de suite la loupe avec Alix.
Et Alix, tu nous parles justement d'un jeune breton qui lui aussi a su surmonter les préjugés. Oui, il s'appelle Donovan Herbert, il a 19 ans, c'est un jeune breton. Lui aussi a fait un bac pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et il est désormais en 3e année de médecine à Brest. Au collège, ses résultats étaient un peu justes et ce sont ses professeurs qui l'ont orienté vers un bac pro. Mais lui a toujours su qu'il voulait être médecin. À 2 ans, sa famille connaît un grave accident de voiture au sortir duquel son grand-père devient tétraplégique. Sa mère est placée en réanimation. Il côtoie alors des infirmières, des médecins qui se rendent chaque jour à son domicile. Et il explique que c'est à ce moment que la vocation est née. Et au lycée professionnel, les notes de Donovan commencent à s'améliorer. Et c'est d'ailleurs là qu'il décide de se lancer. Oui, au moment de Parcoursup, il choisit ses vœux et il est accepté en première année de médecine à La Réunion. Il choisit cette destination car le taux de réussite y est plus élevé qu'à Brest ou à Rennes. Et il a bien fait puisqu'il valide sa première année avant de revenir en métropole pour poursuivre ses études. Il est très actif sur TikTok où il partage des vidéos sur son parcours et savoure joyeusement sa revanche, en partageant le message positif selon lequel il faut croire en ses rêves. Depuis, il est retourné dans son ancien lycée pour partager son expérience et certains de ses anciens professeurs se sont même excusés pour avoir douté de ses capacités. Mehdi, vous vous reconnaissez dans le parcours de Donovan ? Oui, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce parcours. C'est de la détermination, c'est des heures et des heures de travail, c'est croire en soi, probablement des échecs, probablement des matières qui étaient un peu dures, mais on a quand même continué. Donc je me reconnais aussi dans cet effort, en fait. C'était l'effort, en fait, qui était le plus important. Et comment ça s'est passé? J'ai parlé de la première année de fac à Strasbourg. Ça s'est passé comment à Cambridge? Non, j'étais à York et j'étais à Birmingham et à Londres. Donc ça, c'est les facs que j'ai visités, en fait, où j'ai étudié. Après, c'était plus simple en Angleterre. Donc j'étais 2 ans à Strasbourg en licence d'anglais. Et j'ai eu un Erasmus à Birmingham pour ma dernière année de licence. Et j'ai fait mon master à York. Et après, j'ai fait de très courtes études à London School. Donc, c'était plus facile en Angleterre qu'en France parce que, évidemment, à ce moment-là, j'avais rattrapé un peu la matière. Donc, je savais parler, j'avais d'autres compétences. Donc, ma première année de licence est la chose la plus dure que j'ai faite, en fait, dans ma vie, que ce soit maintenant le travail, que ce soit un master, majeur de promo en Angleterre, mon master du département de sciences politiques, c'était beaucoup plus facile que la première année de licence en sortant du bac pro. Mehdi, vous avez parlé de résilience tout à l'heure, mais il y a aussi une certaine agilité. Je pense notamment à votre première année, où vous avez dû quand même rattraper votre retard. Il était, vous l'avez dit, assez conséquent. C'est à ce moment-là que vous avez aussi pas paniqué et revu votre stratégie. Comment ça s'est passé ? Alors c'est vrai que quand je suis arrivé en licence d'anglais la première année, je savais que j'allais pas la réussir. Donc pour moi, j'ai vu ça comme un entraînement, en fait, pour la deuxième première année. Donc là, j'ai planifié mon année, j'ai calculé le nombre d'heures que je pouvais dédier à étudier. J'ai cherché à apprendre des nouvelles méthodes d'apprentissage. J'ai vraiment cherché ça pendant pas mal de temps. J'ai structuré mon apprentissage, j'ai organisé un voyage à Londres. J'y suis allé 2 fois pour pratiquer mon anglais. Et après ça, je suis revenu en septembre et c'est là où vraiment ma vraie première année a commencé, en fait. Aline Mousset, qu'est-ce qui est intéressant effectivement avec vos prépas? J'imagine que le dénominateur commun avec tous ces élèves, c'est qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent, non?
Oui, effectivement, ce sont des étudiants qui ont en tout cas l'envie de se dépasser, une soif aussi un petit peu de revanche vis-à-vis du système scolaire. Après, ils n'ont pas forcément d'objectifs extrêmement précis sur le métier qu'ils souhaitent faire. C'est l'avantage de cette classe préparatoire, c'est que c'est une classe préparatoire qui est généraliste. Donc, en fait, on a des matières extrêmement variées, d'économie, de droit, de management, de culture générale, mais aussi en langues étrangères. Et donc, ils ont un champ des possibles encore assez ouvert, puisque après, comme je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent intégrer des écoles de commerce ou des facultés de sciences éco ou des IAE qui proposent généralement des masters variés dans le domaine de la gestion. Il n'existe que 4 prépas comme la vôtre. Est-ce que vous appelez de vos voeux à une certaine démocratisation ? Bien oui, c'est vrai que aujourd'hui on est 4 classes préparatoires à proposer cette formation, dont celle de Niort qui est la seule présente dans l'Ouest. Nos voeux, ce serait surtout de faire connaître cette formation, parce que finalement aujourd'hui très peu de professeurs et d'élèves issus de bac professionnel sont au courant que ces classes préparatoires existent. Donc effectivement, notre souhait serait surtout de faire connaître déjà ce dispositif. Et justement, Aline, comment ces élèves ont entendu parler de vous et de cette formation ? Ils ont entendu parler de nous déjà parce qu'on essaie de nouer des partenariats avec des lycées de proximité. Aussi parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation, on visite beaucoup de lycées professionnels. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour faire connaître ces formations qui sont tout de même assez récentes. Donc voilà, ce genre d'émission aussi, ça permet bien évidemment de rendre la filière un petit peu plus visible. On fait tout ce qu'on peut, effectivement, ma chère Aline. Mehdi, quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux futurs bacheliers pro, techno ? Une chose sur laquelle je veux juste revenir, c'est l'information qui a été mentionnée maintenant. Un des problèmes, c'est vrai que quand on fait un bac pro, la plupart du temps, on est arrivé là parce que voilà, on a eu des profs qui nous ont guidés vers ce bac pro, ou alors on a choisi quelque chose assez rapidement, une décision qui était prise peut-être en 1 ou 2 minutes, avec très peu de réflexion, très peu de support. Donc le problème, ça reste qu'un manque d'information. En fait, on arrive à la fin de ce bac pro, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire. Et si la seule voix qu'on entend, en fait, c'est la voix de nos directeurs un peu déterministes qui nous disent que voilà, vous pouvez seulement faire mon BTS et c'est tout, ça réduit en fait les possibilités. Donc mon conseil à moi, c'est vraiment de faire des recherches, de regarder des personnes qui ont un profil similaire. Il y en a vraiment beaucoup de nos jours, des personnes qui ont des profils beaucoup plus impressionnants que le mien et qui en fait font des choses qui sortent des normes, mais parce qu'en fait on ne les connaît pas, ces choses. Ils n'ont pas assez de publicité. Cette formation est un exemple, mais il y a énormément d'exemples en fait. Donc la vie et l'éducation, elle n'est pas seulement, il n'y a pas seulement 2-3 branches où on fait ça, puis ça. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des autres pays, il y a des autres structures, il y a des autres façons de faire les choses. Donc c'est un peu faire ses recherches en fait et regarder que c'est possible. Et le plus on fait de recherches, le plus on découvre que c'est possible. Et le plus, je pense, on est inspiré et on se voit nous-mêmes faire la même chose. Vous revenez quand en France ? C'est comment la vie à Singapour ? Singapour, c'est bien, il fait chaud tout le temps. Là, je dois mettre la clim, sinon mon ordinateur ne pourra pas en fait, il ne va pas marcher en fait pendant ce moment. Je reviens en France la plupart du temps 1 fois par an pour voir ma famille. Le vol il dure 14 heures, donc il est assez long. Donc je peux pas revenir toujours, mais quand je reviens, ça fait du bien de rentrer et de voir ma famille. Bon, en tout cas, on a bien compris que tout se passe très bien et votre carrière professionnelle se déroule très très bien. Du côté de Singapour, un grand merci à vous d'avoir partagé votre expérience. Mehdi, j'espère que ça va inspirer le plus grand nombre. Mehdi Boissoun, Global Learning and Development Manager du côté de Singapour. Et un grand merci à vous également, Aline Mousset, enseignante référente en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à destination des bacs pro au lycée de la Venise Verte. Ça se trouve à Niort. Merci à tous les deux. Alix, à demain. À demain. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.